Voilà, il fait son entrée sur le plateau, en direct. Bruno Gilles, bonjour. Bonjour. Sénateur LR des Bouches-du-Rhône et on a entendu candidat à la mairie de Marseille. Oui. Bonjour Bruno Gilles, on vient de le voir dans le sujet. Vous êtes l'auteur de cette loi sur l'habitat indigne, un texte qui n'a pas été adopté. Hier soir, il a finalement été renvoyé en commission. Vous proposez de regrouper les services dédiés à l'habitat indigne. Vous prévoyez également des sanctions plus dures contre les marchands de sommeil. Est-ce que toutes ces mesures sont suffisantes? On sait qu'il y a 450 000 logements insalubres en France. Est-ce que c'est suffisant? Non, mais c'est une pièce du puzzle. Moi, j'ai pris l'habitude de dire, depuis ce drame, malheureusement, depuis donc 4 mois, quasiment jour pour jour, ce drame a dû être d'ailleurs un révélateur pour nous tous, qui démontre que finalement, on travaille tous un peu en solitaire, tous finalement en silo. L'État, avec la préfecture et l'agence régionale de santé, les collectivités locales, la ville, les métropoles, l'agence régionale de santé. Donc, finalement, on se rend compte qu'il faut coordonner tout ça. Et cette PPL que j'ai voulu déposer, c'est aussi un signal d'alarme. C'est de dire, voilà tout ce qui ne va pas. Hier, nous en avons discuté aussi avec le ministre. Il y a des décisions à prendre qui ne sont pas dans ma proposition de loi, mais c'est unifier les services, c'est mettre en place de meilleures relations entre les services de l'État et les services municipaux métropolitains. Il faut que ça soit un déclencheur pour tout mettre à plat et pour aller bien sûr plus loin et plus vite. Est-ce que Marseille est un cas unique en termes d'habitat dégradé? Non, hier j'étais avec des confrères à vous qui m'ont parlé d'un cas dans un village dans le Doubs à côté de Besançon où le maire a un problème d'un logement insalubre depuis des mois et il ne s'en sort pas. Parce que lui, il n'a pas de service. Ces problèmes touchent aussi les territoires ruraux. Ben voilà, ça touche tout le monde, c'est pas que les grandes villes. Pendant des années, on a pensé que le logement insalubre, c'était ces grandes tours qui ont parfois été construites à la va-vite dans les années 60. Ça touche pas que les grandes villes, ça touche maintenant un monde rural. Et donc, ce qu'on va essayer de faire au Sénat, c'est pas une PPL pour Marseille, c'est une PPL pour la France, même si Marseille concentre bien sûr un nombre de logements insalubres dont il faut s'occuper de plus en plus. Bruno Gilles, vous appartenez à la majorité municipale depuis 1995, vous êtes élu de Marseille depuis 25 ans. Est-ce que vous n'êtes pas également responsable et comptable de la situation du logement aujourd'hui à Marseille? Oui, mais moi je l'ai dit franchement, j'ai été peut-être un des rares élus de la majorité à reconnaître que nous avons pas fait tout bien. D'ailleurs, si tout le monde avait fait tout bien, il n'y aurait pas eu 8 morts et 3 immeubles déconstruits. Et il n'y aurait pas, comme c'est le cas aujourd'hui, des centaines et des centaines de Marseillais que nous devons reloger parce que nous découvrons que leurs logements sont insalubres. Mais c'est que des logements privés. Donc à un moment, là aussi, il faut une responsabilité des logeurs privés qui, quelquefois, sont de bonne foi, mais qui, quelquefois, sont des marchands de sommeil. Et moi, je dirais même des marchands de mort. On l'a vu. Donc, c'est trop facile de dire c'est la faute à Marseille, c'est la faute à la ville, c'est la faute au maire. Et la responsabilité de Jean-Claude Gaudin, le maire actuel. La responsabilité, elle est à tout le monde. Elle est au service de l'État, elle est au service de la mairie et elle est aussi due au service de la métropole. C'est un tout. Le but aujourd'hui, ça serait même, prenez pas mal mon expression, ça serait même indécent de dire c'est la faute de l'un ou de l'autre. D'ailleurs, s'il y a une faute, la justice le dira, puisque vous le savez, il y a une enquête judiciaire. La faute, elle est surtout au fait qu'on n'a pas su se parler pendant des dizaines d'années. Vous êtes candidat déclaré, on l'a dit, à la mairie de Marseille. Est-ce que ce texte, cette loi, n'a pas aussi une portée électoraliste ? Tout peut être électoraliste du moment qu'on est candidat, mais quand il y a eu ce drame le 5 novembre, je reconnais très honnêtement devant vous que je me suis posé la question, avec mes amis politiques aussi, de dire est-ce que je dois rester sans rien faire parce que je suis candidat. D'ailleurs, c'est le sénateur qui a réagi, c'est le sénateur aussi qui a déposé une proposition de loi. Et pour justement dépolitiser la chose, vous avez montré quelques images tout à l'heure, je suis venu faire ma conférence de presse à Paris en tant que sénateur. J'aurais pu faire cette conférence de presse à Marseille en tant que candidat. Je n'ai pas voulu. Mais c'est pas parce qu'on est candidat qu'il ne faut rien faire. Et ma position peut-être de candidat fait que ça, il y a un petit peu plus de médiatisation, et tant mieux. Bruno Gilles, j'aimerais vous entendre sur un autre sujet qui concerne Marseille. La justice a annulé le plan de la ville pour les écoles. C'était un partenariat public-privé à 1 milliard d'euros qui visait à rénover les écoles de Marseille. C'est un nouveau coup dur pour la majorité municipale, pour Jean-Claude Gaudin. Là aussi, moi, j'étais très clair. C'est un sujet pour moi qui ne devait pas être un sujet tabou. J'avais prévenu le maire d'une position qui n'était pas tout à fait conforme à la majorité municipale. Sur ce partenariat public-privé, moi, je pensais que là aussi, on allait trop vite et trop fort.
Et j'avais réussi d'ailleurs, avant qu'il y ait ce résultat de justice dont vous venez de parler, j'avais réussi à convaincre le maire qu'au dernier conseil municipal de décembre 2019, donc juste avant les élections municipales de mars 2020, on ne vote pas le dernier rapport qui rendait inéluctable le fait d'être obligé de passer par le partenariat public-privé. Ce qui prouve là aussi qu'on peut être candidat de la majorité municipale et avoir une certaine liberté de parole. Pour terminer sur ce sujet des municipales à Marseille, du sujet de Marseille, on évoque le nom de Marlène Schiappa. Pour vous affronter dans la course aux municipales, c'est une figure très populaire du gouvernement. Son nom a été évoqué à Marseille et immédiatement, je dirais, désévoqué, si vous me permettez ce terme. Non, il faut rester sérieux. Un parachutage à Marseille ne marchera jamais. Je crois qu'il y a de fortes personnalités de La République En Marche à Marseille. Pourquoi aller chercher à Paris ce que La République En Marche a à Marseille ? Il y a des parlementaires, il y a des personnalités. À eux de faire leur choix. En tout cas, pour la majorité municipale et pour les Républicains, c'est ma candidature aujourd'hui. On en reparlera. Dans le reste de l'actualité, il y a des recompositions à droite. Jean-Pierre Raffarin a annoncé son soutien à la liste En Marche aux élections européennes en mai prochain. Un choix qui divise un peu plus son parti, les Républicains. C'est un reportage de Jordan Klein. J'adhère au constat, à la vision et au projet. Ce sont les mots employés par Jean-Pierre Raffarin pour annoncer son soutien à la liste La République En Marche aux européennes. Au Sénat, c'est la déception chez les Républicains, sa famille politique. Le rassemblement en politique, c'est une évidence. Parce que la politique, c'est une addition et non pas des soustractions. Et qu'aujourd'hui, la France est désunie et que tout ce qui peut permettre de rassembler est quelque chose de positif. Jean-Pierre Raffarin s'est retiré de la vie politique il y a 20 mois. Donc au Sénat, ce soutien est vu comme un non-événement. C'est pas la même chose que quelqu'un qui est réellement dans la vie publique, qui a réellement des fonctions, qui a réellement un poids encore jour à jour sur l'opinion et qui nous dirait non, je suis plus d'accord sur rien. Après, qu'est-ce que vous voulez faire ? On refait pas le monde. La vie continue pour tout le monde. Un ralliement qui n'est pas une surprise. Tout comme son ami politique Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin est loin des idées soutenues par Laurent Wauquiez ou François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains aux européennes. Malgré tout, les sénateurs regrettent cette décision. Écoutez, j'aurais préféré qu'il n'en soit pas ainsi. Voilà, j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'affection pour Jean-Pierre Raffarin. Bon, il fait un choix, c'est son choix, ça ne sera pas le mien. Je peux le déplorer, mais c'est sa liberté. C'est vrai que j'aurais préféré qu'il reste parmi nous au sein du mouvement et qu'il nous fasse profiter de son talent, en tous les cas. De ce point de vue-là, pour moi, c'est un regret de ce point de vue-là. Après le ralliement de Jean-Pierre Raffarin au projet du président de la République, c'est le porte-parole du gouvernement qui a salué le geste. C'est un homme de bon sens, a-t-il affirmé. Bruno Gilles, votre réaction à ce choix de l'ancien Premier ministre de Jean-Pierre Raffarin, figure des Républicains ? Elle est dans la lignée de ce qu'ont dit beaucoup de mes collègues sénateurs. On ne peut que regretter qu'une grande personnalité, même s'il est retraité aujourd'hui, une grande personnalité nous quitte à quelques mois d'une échéance importante. C'est son choix, on doit le respecter. Après, il se met de lui-même en dehors de notre famille politique, on peut le regretter, mais c'est comme ça. Il faut en prendre acte, il ne faut pas spécialement critiquer. Et puis, nous, on est dans une famille politique avec un trio qui a déjà été choisi, avec, vous le savez peut-être, des candidats qui vont être choisis ce soir, puisque nous avons une commission nationale d'investiture. C'est ça qui doit compter. Ça ne sert à rien de regarder toujours à côté et de regretter, voilà. François-Xavier Bellamy, la tête de liste des Républicains pour les européennes, est un choix plutôt contesté. Est-ce que vous soutenez publiquement cette liste ? Ce choix, c'est le bon candidat pour mener la liste des Républicains aux européennes ? Écoutez, à un moment, il faut de la discipline dans un parti politique. Sinon, on en sort. Moi, je suis président de la fédération LR des Bouches-du-Rhône, donc j'ai des responsabilités politiques. Je serai ce soir, car je suis un membre permanent de la commission nationale d'investiture de mon parti. Je dois suivre les choix de mon parti. Quand je ne suis pas d'accord, je le dis en interne. Si je continue à pas être d'accord, je pars. Donc moi, j'ai décidé de rester et de mener ce combat qui sera un combat difficile. On peut ne pas être d'accord sur tout, mais à un moment, en politique, il faut être un peu courageux. On est dedans ou on est dehors. Et on ne peut pas régulièrement se claquer des muscles pour avoir un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur. Ça ne sera pas mon cas en tout cas. Pour terminer, on a appris hier soir que Rachida Dati ne serait pas candidate sur la liste des Républicains aux européennes. Elle se réserve pour les municipales l'année prochaine à Paris. Est-ce que c'est un choix que vous soutiendrez si elle se présente bien à Paris ? Est-ce qu'elle ferait une bonne candidate pour représenter la droite à Paris aux élections municipales l'année prochaine ? Pourquoi pas, mais là aussi vous me demandez un commentaire qui est difficile. Je
suis pas sûr que j'apprécierai des commentaires sur le choix de ma candidature de Rachida Dati à Marseille. Donc je vais pas faire l'inverse. L'inverse, c'est aussi une grande personnalité, moi. C'est un choix courageux qu'elle fait? Oui, c'est un choix courageux parce que c'est une élue qui sans doute aurait été en position éligible sur la liste, donc ça aurait été facile pour elle d'être de nouveau élue. Le choix d'être candidate à Paris, est-ce qu'elle sera retenue ou non? En tout cas, c'est un choix difficile, c'est un choix courageux parce que nous le savons très bien, Paris est une ville très difficile à reconquérir pour la droite républicaine et le centre. Foule de candidats. Ouais, et puis en plus il y a pas mal de candidats effectivement. Bruno Gilles, retour à Marseille. Tous ceux qui aiment le football s'inquiètent à Marseille de l'avenir du stade Vélodrome. Bon, il s'appelle l'Orange Vélodrome d'ailleurs maintenant. Oui. D'aucuns l'appellent d'ailleurs le bijou de famille à Marseille. Alors, est-ce qu'il va être vendu à la métropole? Est-ce qu'il va être récupéré par l'OM? Quelle est votre position là-dessus? Vous êtes candidat à la mairie de Marseille. C'est très sensible là-bas cette affaire. Oui, et j'ai pris une position là aussi un peu particulière il y a déjà quelques semaines. C'est plus un tabou de parler de la vente du stade Vélodrome. Ça plaît pas trop aux Marseillais, vous le savez. Pas sûr. Pas sûr. La situation, la position a évolué. Pourquoi? Parce que il y a eu la création de la métropole et ça fait partie de ces grands équipements métropolitains. Aujourd'hui, la moitié des spectateurs du stade Vélodrome ne sont pas marseillais. Parfois même ne sont pas du département des Bouches-du-Rhône. Quand on dit c'est un bijou de famille, c'est un bijou de famille qui nous appartient, mais on paye pour le porter. Oui. Quand on va au stade, on paye. Quand on va voir un concert de musique, on paye. Quand on veut faire la fête... Vous voulez dire, c'est pas les Marseillais à l'intérieur de la cité qui en profitent forcément. Exactement. Donc, ce débat, il a eu lieu il y a quelques années. Il pouvait avoir lieu. Aujourd'hui, c'est 12-13 millions d'euros par an. Est-ce que c'est uniquement sur les impôts des Marseillais que cette somme doit être sortie? Moi, je dis, proposons à l'OM d'étudier ce dossier. Si l'OM n'est pas intéressé et que nous ne tombons pas d'accord sur un prix, c'est un équipement métropolitain. C'est donc à la métropole d'en assurer le loyer.